Eh bien, je vous propose de démarrer avec les Houston Rockets. Hop là, on peut afficher cette magnifique illustration de Jordan, évidemment, comme d'habitude. Jordan qui fait toutes les illustrations des previews. Sur les Rockets, on peut faire un petit point sur le roster avec donc plusieurs arrivées plus ou moins intéressantes, notamment Amen Thompson via la draft, Fred VanVleet, Dylan Brooks, Aaron Holiday, Cam Whitmore, Jeff Green et Jock Landale. Et sur les départs, on a Josh Christopher, Ty Washington, KJ Martin, Ousmane Garouba, DJ Augustine, Frank Kaminski, Willie Cauley-Stein, Daishon Nix et Michael Frazier. Ça fait beaucoup. Et donc dans le roster, on a du Amen Thompson, Fred VanVleet, Aaron Holiday, du Jalen Green, Kevin Porter Jr. pour l'instant, Dylan Brooks, Cam Whitmore, Jason Tate, Tari Eason, à l'intérieur Jabari Smith Jr., Jeff Green, et à l'intérieur Alperen Sengun, Jock Landale et Boban Marjanovic qui est de retour, évidemment. Messieurs, on est toujours sur une reconstruction côté Rockets, mais on a eu envie quand même de faire venir quelques vétérans pour peut-être commencer à gagner, Jérémy. Ouais, on a eu quand même un été, je trouve, hyper riche côté Rockets. Bon, alors, pour placer le contexte, hein, au cas où vous l'auriez raté, les Rockets étaient assez indigestes cette saison. Oui, j'ai pas Euh, précisé, j'ai pas reparlé de la saison dernière parce qu'évidemment, c'était pas forcément très intéressant comme jeu. On te non, non, comprend. non, c'était pas très intéressant, mais je pense que c'est quand même nécessaire en fait de le dire pourquoi. Donc, on avait toujours Stephen Silas à la tête de l'équipe. Les Rockets avaient toujours un jeu particulièrement peu intéressant avec énormément de pick and roll. Et étant donné que les porteurs de balles, qui étaient principalement Kevin Porter Jr. et Jalen Green, n'étaient pas forcément ni de super créateurs, ni n'avaient vraiment les conditions idéales pour évoluer, on a eu un jeu extrêmement stérile avec beaucoup d'actions qui se terminent par des tirs compliqués, des isolations. Et même si en soi Jalen Green et Kevin Porter Jr. sont plutôt de bons joueurs d'isolation, ça reste l'action la moins rentable du basket. Et donc les Rockets étaient particulièrement mauvais. Au point que cet été, la franchise se met à un petit peu tout bouger. Puisqu'en parallèle de la draft, dont on parlera plus tard, on a eu un changement de coach déjà. Donc on a Ime Udoka qui débarque après avoir été éjecté de Boston et avoir, du coup, dans sa seule saison en tant que head coach, fait jouer les finales NBA, va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans l'équipe. Et dans le même temps, il y a beaucoup de joueurs vétérans qui débarquent, à savoir Fred VanVleet, Dylan Brooks, Jock Landale, même si c'est pas vraiment le cas, et Jeff Green. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé vous, de ce move? Parce que je sais qu'on était très partagé sur la question. Je suis assez dubitatif. Je trouve qu'en termes de choix, alors ils ont pris ce qu'ils pouvaient aussi, peut-être sûrement, mais que ce soit Fred VanVleet ou Brooks, je trouve qu'il y a un... Je comprends l'idée de prendre des vétérans pour encadrer les jeunes, certes. Je trouve que dans le jeu, ça pose des problèmes qui vont à l'inverse de ce but-là. Tout simplement, en fait, Fred VanVleet, c'est un meneur plutôt scoreur, moins playmaker, donc il les mettra pas forcément en valeur. On a vu qu'à Toronto, par exemple, c'était un problème de longue date, l'aspect manque de playmaking et de création collective. Et à côté de ça, il va prendre aussi des tickets shoot du coup qui ne seront pas pris par les jeunes. Et Brooks, on a le même problème de ticket shoot parce que lui, prend les tickets shoot qu'il veut, hein. Alors peut-être qu'avec un coaching différent, Udoka, ça changera. Ça, on verra bien. Euh, et voilà. Après, reste l'aspect défensif, pardon. Peut-être dans ce cadre-là, je peux un peu mieux comprendre ça. Je suis assez dubitatif sur les deux joueurs par rapport à ce que ça veut dire en termes de ticket shoot surtout et de développement pour les jeunes. J'ai du mal à voir comment on va pouvoir concilier ça à Houston. Ouais, mais je sais que beaucoup de gens étaient un petit peu sur votre avis. Bon, je pense quand même qu'il y avait une nécessité de changer les choses à Houston parce que on voit que ce groupe-là, entre la saison, on va dire, 1 de la reconstruction et la saison 2, il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Et je pense qu'apporter un peu de structure dans le jeu était nécessaire. Alors, je comprends que, par exemple, l'ajout de Dylan Brooks dans cette optique, ce soit pas forcément idéal.
Mais en fait, il y a du travail des deux côtés du terrain, que ce soit offensif et défensif. Et je pense que même si oui, il risque de prendre des shoots qui auraient pu revenir aux jeunes, je pense surtout que là, à Houston, ce qu'il faut, c'est jouer juste. Et en l'occurrence, hormis le choix Dylan Brooks, j'ai l'impression qu'on va quand même dans ce sens avec les joueurs qui ont été pris. Oui, Fred VanVleet va prendre des tirs qui auraient pu revenir à d'autres joueurs, mais je pense que par exemple de le faire évoluer aux côtés d'un Amen Thompson qui vient d'arriver en tant que rookie et qui va devoir reprendre la main, c'est pas forcément un problème, et même c'est peut-être une excuse aussi pour mettre de côté des joueurs comme Kevin Porter Jr. En tout cas, c'était l'opportunité, vu que maintenant, je pense que sa condition fait que de toute façon, c'est terminé, mais c'était aussi d'enlever des minutes à des joueurs qui s'avèrent problématiques pour la cohésion globale de l'équipe, quoi. Ouais, il y a Guillaume qui disait dans le chat aussi que le pic des Rockets c'était envoyé au OKC, protégé 1-4, donc soit faut être sûr d'être vraiment très nul, soit t'essaies d'être le meilleur possible pour aller, enfin pour faire baisser la valeur de ce pic. Je vérifiais quand même les... En fait, il est pas mal... il a pas mal bougé ce pic. Il est donc... c'est le moins favorable de ce que je comprends de Houston, Clippers, Utah et OKC. Enfin, c'est un bordel pas possible. Donc, mais voilà, donc ils ont vraiment pas du tout leur pic sur 2024. C'est ça, puis je pense quand même que la densité de joueurs qu'ils ont draftés là sur les 3 dernières années fait que à un moment donné, ça sert à rien de continuer à accumuler des pics. Il faut d'abord aussi mettre de l'ordre sur qui tu veux développer, etc. Euh, et là, en l'occurrence, que ce soit Jabari Smith, Alperen Sengun, euh, Jalen Green, Amen Thompson, Cam Whitmore, ça commence à faire beaucoup de jeunes joueurs sur lesquels tu as quand même un chantier à mener. Et bon, ça sert à rien de continuer d'accumuler des pics, quoi. C'est pour ça que ouais, dans le développement, après je pense que ça va beaucoup se jouer à l'échelle du coaching staff, hein. Notamment aussi voilà, les rôles, tu parlais de pouvoir aligner Fred VanVleet avec Amen Thompson. Bon, moi j'ai un peu l'impression que ça décale justement tous ces jeunes-là, etc. En fait, encore une fois, je me dis, bah oui, mais il y a du coup des jeunes que tu me places en titulaire, que tu mets plus en titulaire. Et bon, ça va certainement dépendre aussi de faire accepter. Moi je me dis, est-ce que par exemple la Fred VanVleet peut accepter un rôle de backup? Je trouve ça par exemple beaucoup plus intéressant. Pour le coup, avec le contrat qu'il a signé, avec les prétentions qu'il a en arrivant, les déclarations qu'il y a eu, je suis assez peu convaincu que le joueur est dans cette optique-là. Peut-être les fans de Houston me corrigeront, que ce soit dans le chat ou les commentaires YouTube, hein, bien sûr, mais on n'est pas à l'abri des erreurs. C'est la problématique, je trouve, voilà, c'est ça. Donc je pense que le coaching staff aura un gros boulot, justement, un gros taf à faire là, à ce niveau-là pour réussir à cadrer tout ça. Et je trouve que c'est compliqué pour un nouveau comme ça. On verra bien, hein. On ne peut pas vraiment se prononcer sur est-ce que oui ou non ça marchera. Personnellement, je suis du côté des sceptiques. On peut tout à fait voir le verre à moitié plein autrement. Moi, ce qui m'a Et un peu gêné aussi dans ces signatures, en fait, c'est... alors, je vous affiche les contrats. C'est que, en fait, t'as la prolongation de Jalen Green qui tape en même temps que Dillon Brooks et l'année de Fred VanVleet. Alors, celle de Fred VanVleet, c'est une option équipe, donc à la limite, ça va. Mais s'il décide de la prendre quand même pour X ou Y raison, ça peut très vite monter parce que t'auras bientôt Jabari Smith à signer, t'auras aussi éventuellement voilà, Jason Tate qui sera free agent qu'il faudra signer aussi, Alperen Sengun aussi, donc va falloir commencer aussi à voir sur le long terme ce que ça va pouvoir donner selon qui est bon et comment tu vas prolonger tes joueurs en fait. après, à mon avis, c'est très théorique, mais j'ai l'impression que le contrat qui a été donné à Fred VanVleet, c'est aussi un contrat pour acheter le fait qu'il soit plutôt malléable dans la manière dont il va être utilisé. C'est-à-dire, tu prends un joueur qui, dans théoriquement, ses meilleures années ou presque, et tu le payes très cher dans une équipe qui va pas être très bonne en lui disant, bon, bah voilà, la compensation, c'est que possiblement, à un moment donné, tu vas finir sur le banc, possiblement, tu prendras pas autant de tirs que tu aurais voulu. Mais c'est aussi, bah voilà, on te paye dans cette optique-là, c'est un peu de sacrifier 1 ou 2 grosses années de ta carrière, quoi. Amen Thompson, donc, qui a été drafté, on peut faire un léger focus dessus. Donc meneur de 19 ans qui est très 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 athlétique. D'après les scouting report, hein, parce que je me suis pas penché plus que ça sur son cas. Mais donc très athlétique. Jumeau donc de Ozar Thompson qui lui est à Détroit. Petit avis là-dessus, Jérémy? Bah, moi, de ce que je vois, c'est que il y a vraiment des qualités, je trouve, très, très communes à Scoot Anderson.
Amin Thompson est peut-être moins impressionnant dans sa capacité à prendre les chocs et à terminer, mais globalement, on est sur un athlète assez impressionnant, qui est déjà grand, qui a de l'envergure pour le poste de meneur, qui est capable à la fois de jouer sur pick and roll à haut volume visiblement et de plutôt bien s'en sortir. Euh, il y a un playmaking qui est déjà plutôt intéressant et qui demande qu'à être développé. Donc on est vraiment sur un joueur qui risque d'attaquer le cercle de manière répétée. Le premier pas est bon, donc il y a vraiment des atouts de joueurs qui a vraiment un potentiel très élevé, et un peu comme Scoot Anderson, mais peut-être encore plus dans son cas, il y a la problématique du tir qui va se poser. On est sur un joueur qui a du mal à accéder, en tout cas à décocher de loin, et c'est pour ça que moi je trouvais que l'arrivée d'un joueur comme Fred VanVleet qui pouvait évoluer à ses côtés, c'était pas incohérent parce que s'il retrouve son shoot, il y a moyen de faire jouer les deux ensemble sans que ça se fasse aux dépens l'un de l'autre, quoi. Donc voilà, on est sur un énorme slasher non-shooter qui va devoir soit développer son shoot, soit apprendre à évoluer sans, quoi. Puis il y avait une question qui se posait aussi, c'est le fait d'avoir joué en Overtime Elite, qui est donc une ligue, je sais même pas vraiment comment la définir, parce que je la connais très peu, mais qui est une ligue un peu à part, qui s'est développée récemment, où commence à y avoir pas mal de jeunes qui commencent à signer là-bas, plutôt que de choisir soit la G-League avec l'Ignite ou la fac. Et il y a pas mal de questions sur le niveau de cette ligue qui serait peut-être un peu plus bas que la G-League ou la fac. Donc on n'est pas trop sûr de ce que Amen Thompson a pu affronter pendant sa dernière saison. Non, clairement. Je pense que de toute façon, tout le scouting est fait sur ce qu'on voit de ses qualités athlétiques et de son potentiel, moins que sur l'opposition. Mais néanmoins, le prototype physique du joueur et ce qu'on voit sur le premier pas et sur le pick and roll, c'est quand même assez impressionnant. Donc, je pense que d'ailleurs, sa cote n'a fait que monter. Et c'est pas pour rien. On est sur un très très solide, je trouve, pick 4, quoi. N5, toi, tu as des trucs sur Amen Thompson, des réserves peut-être ou De ce que j'ai lu, et je vous renvoie comme d'habitude, comme on fait à chaque fois, hein, sur d'autres scouting reports un peu plus conséquents, notamment ceux d'envergure comme à chaque fois, mais notais sur le shoot, ça a l'air d'être une grosse faiblesse, voire peut-être même quelque chose d'assez euh, voilà, long terme, en tout cas, sur le développement, avec notamment au lancer franc, une marque au lancer franc, on sait que c'est une marque qui sert vachement à voir pour le potentiel développement du shoot ou pas. Il est dans les 65%, ce qui est pas bon. Euh, Ouais. ça va être le gros point noir un peu du profil, a priori, de ce que j'ai pu en lire. Après, tout l'aspect déchets, mais ça, qui est plutôt lié à la jeunesse, et ça devrait rentrer dans le rang euh, petit à petit, de toute façon, en jouant. Ouais, Voilà, c'est les deux. il y a besoin de Ouais. répétition pour pouvoir justement gommer les erreurs. C'est normal. C'est ça, donc il n'y a pas encore d'alerte là-dessus, juste faut le constater, faut le reconnaître. Mais voilà, Mm. ce sera surtout sur le shoot où bon, il faut bien avoir en tête ça, où c'est potentiellement une limitation quand même assez conséquente en NBA aujourd'hui, donc à voir là-dessus. Après, voilà, il est tellement agressif et il passe tellement sur le cercle que ça peut peut-être se compenser en plus avec le playmaking. Euh, mais, euh, mais voilà. Il y a un joueur qu'on n'a pas encore mentionné, ou enfin qu'on a mentionné mais dont on n'a pas encore parlé, c'est Alperen Sengun, un chouchou de Guillaume bien sûr. Est-ce que l'attaque doit passer par lui pour pouvoir commencer à être un peu plus efficace, Jérémy? Alors, c'était un des éléments sur lesquels je m'interrogeais dans la preview, c'était quelle place donner à Alperen Sengun, parce que d'un côté, il est clair que quand il a la balle en main, il se passe des choses, et c'était probablement un des seuls joueurs qui avait vraiment la volonté d'impliquer les autres. Le problème, c'est que la saison dernière, il y avait en fait absolument aucun système pour Alperen Sengun et pour utiliser son playmaking de manière régulière, et du coup, on le voyait surtout voilà, faire des actions par son talent. Maintenant, est-ce que on peut faire reposer tout le système sur lui en attaque? J'ai pas l'impression non plus, et pas spécialement parce que j'ai un avis spécifique sur est-ce qu'il faut le faire ou pas, mais c'est juste parce que on en parlait tout à l'heure, il y a tellement de joueurs à développer et de joueurs que les Rockets ont envie de développer balle en main
que je pense pas que ce soit encore le moment d'aller vers ça. Pour autant, j'espère que, ouais, que Udoka va mettre en place plus de choses, peut-être plus de dribble and off, plus d'actions post-haut avec Alperen Sengun, parce que son playmaking pour un pivot, effectivement, n'est pas sans rappeler ceux des Sabonis, Jokic et autres joueurs, et on voit que c'est quand même le type de joueur aujourd'hui qui augmente excessivement bien le plafond offensif d'une équipe et leur capacité. Je sais qu'il y a pas mal de fans ici, que ce soit dans le chat ou au micro, donc qu'est-ce que vous en pensez pour l'année prochaine? Moi, nous sommes supporters de Denver. Il faut qu'on précise qu'on a un petit biais pour ce sens-là où un pivot porteur du jeu comme peut l'être Jokic, on est forcément vendu à la cause, si je puis parler ainsi. Euh, Clairement, moi j'en parlais déjà la saison d'avant. Après, je pense qu'à moyen terme, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. En fait, au moins en alternance de jeu, en fait, ce qui était difficile avec les saisons avec Paul Silas, c'est vraiment l'aspect où même s'il joue, même s'il a des minutes, même s'il est responsabilisé malgré tout, il n'est pas dans des systèmes qui font que ça crée une synergie offensive plus que ça. C'est plus du talent personnel qui font qu'il C'est ça. émerge. Et ça, c'est la difficulté. Euh, on- Jérémy en parle bien dans la preview avec Ime Udoka. On a une bonne vision pour l'instant de lui avec ce qu'il avait fait aux Celtics. Alors, beaucoup défensivement. Il faut se rappeler aussi que c'était une des versions les plus collectives hein, du jeu des Celtics jusqu'alors, en tout cas. Euh, donc, pourquoi pas? J'espère le voir. Moi, j'espère le voir de tout temps. Petit tacle en anticipation pour certains fans des Rockets, parce que j'en ai quelques-uns dans ma timeline, et je les vois parfois rager sur le manque de défense d'Alperen Sengun. Certes, c'est effectivement quelque chose qu'il faut notifier. Ça ne vous empêche pas, enfin, c'est pour l'instant pas une problématique à mon sens à ce stade de développement. Et ça ne justifie pas de ne pas faire des choses de l'autre côté du terrain, au contraire, pour peut-être le pallier le plus possible. Donc même si c'est un défaut, certes, ça justifie pas le fait qu'il faille pas tenter la chose avec Alperen Sengun. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils aient attendu d'avoir enfin des meneurs potables, ou en tout cas un meneur de talent et qui pourra s'occuper de la main pour vraiment se dire qu'on allait faire des systèmes avec Alperen Sengun, puisque c'est autant de temps perdu. Voilà. Bah, après, oui, pour la défense, je suis d'accord avec Guillaume. Ce que je vois, je le trouve pas non plus désastreux, surtout qu'on parle d'un pivot qui a 20 ans et qui est dans sa deuxième saison NBA, que ce soit par ses placements ou même par ses qualités athlétiques. Je pense qu'il y a un potentiel à en faire un pivot plutôt correct de ce côté du terrain. Par contre, offensivement, moi, ce qui à la limite me gêne dans l'idée de vraiment responsabiliser énormément Sengun en attaque, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si au niveau du scoring, il pourrait avoir l'efficacité aussi offensive pour être une menace de haut niveau, dans la mesure où son playmaking est très fort et qu'il a un beau toucher, mais qu'aujourd'hui, par exemple, il est loin de ce que pouvait faire Jokic au même âge en termes d'efficacité, ou même Sabonis, je dirais. Donc, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner cette saison, ou en tout cas dans les 2 saisons à venir et voir si son efficacité augmente de manière bah, à pouvoir vraiment prétendre à devenir limite le centre d'une équipe, quoi. Guillaume n'a Là-dessus, pas moi, l'air je suis d'accord avec vraiment toi. positif. Ouais, bah, pareil, je suis assez positif sur le fait qu'il puisse vraiment faire du Sabonis assez facilement. J'ai pas de difficulté à le penser. Après, Jokic est un autre tiers ouais, qui est pas Oui, voilà, comparable. c'est ça. En le disant, je me suis dit là un peu, je compare deux trucs qui sont un petit peu éloignés. Mais, euh, Ouais, mais ouais, c'est plus est-ce qu'il peut développer ce type d'efficacité-là? Euh, bon, au niveau de Jokic, j'en doute très sincèrement, mais on va dire dans un entre-deux entre Jokic et on va dire un pivot un petit peu moins fort. Mm. Il y a un autre joueur dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est Jabari Smith Jr. T'as fait un peu un focus là-dessus, Jérémy, sur sa place en fait, quelle place il pourra avoir dans ce projet de Houston. Je te laisse en parler un peu. Ouais, en fait, j'ai écrit cette preview et donc je parlais de Jalen Green, je parlais de pas mal de joueurs et j'arrivais à la fin en me disant, mais quand même, il y a Jabari Smith Jr. Et je sais pas, j'arrivais pas à me projeter dans la place qu'il avait dans ce groupe-là. Déjà parce que sa saison rookie est vraiment un désastre du genre. Euh, on va dire que sa force quand il arrive chez les Rockets, c'est que contrairement à beaucoup d'autres joueurs,
et encore plus l'année prochaine. C'est un des rares joueurs qui a un profil où il peut évoluer sans ballon, où il peut faire du spot-up, on va dire, à haut volume et s'en sortir. Le problème, c'est que là, sur sa première saison, on parle d'un joueur qui était dans le 10e percentile, euh, ce qui est assez désastreux. Cependant, bah, je pense que c'était aussi à l'image de l'équipe des Rockets cette saison où l'animation offensive était inexistante et c'est d'autant plus dur avec ce type de profil-là de trouver sa place quand bah, on essaye de se créer des opportunités à partir de ce que produisent les autres. Et donc, je me demandais si avec Udoka, on pourrait avoir, on va dire, Jabari Smith qui reçoit un petit peu plus de ballons, comme par exemple bon, Jason Tatum ou Jalen Brown pouvaient avoir à Boston. Donc voir peut-être du pin down ou le voir impliqué sur des end-off et pouvoir du coup déclencher en pull-up ou se frayer un chemin vers le cercle parce qu'on parle quand même d'un joueur qui a à la fois un shoot et de belles qualités athlétiques et malheureusement bah, il est très peu exploité et je me demande bah, en fait quel temps la franchise va pouvoir lui allouer la saison prochaine et quel niveau de responsabilité. Donc c'était un peu on va dire des pistes éventuelles pour lui, mais je suis assez inquiet parce que j'arrive pas à le voir devenir une priorité pour Houston, tellement il y a d'autres joueurs à développer et qui ont peut-être plus besoin que lui encore bah, d'être responsabilisés, quoi. Est-ce que sa carte à jouer, ce serait pas la défense, justement, peut-être quelque chose qui manque et qui a beaucoup manqué et qui manque peut-être encore un peu à Houston? C'est ça. En fait, c'est ça, mais du coup, en me disant ça, je me dis aussi, on parle quand même d'un joueur qui a été sélectionné très haut à la draft, pour qui il y avait de gros espoirs, et en fait, est-ce qu'un rôle où vraiment il va jouer la carte de la défense et il va vraiment avoir les miettes en attaque, est-ce que lui, ça va lui convenir? Est-ce que vraiment ça va lui permettre de se développer correctement? Euh, je me dis que limite, ça va être un peu un cas de, bah, c'est dommage, mais c'était pas la meilleure situation pour lui, quoi. Val qui nous dit: Je me souviens de Jérém au début de son écriture de preview. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu partir sur lui, il n'y a rien à dire. Je sais pas ce qu'il fout là. Ouais, c'était un peu l'idée. Je me suis dit, putain, mais il arrive tellement loin dans l'organigramme, j'ai l'impression que est-ce que vraiment il a une chance de trouver sa place là-dedans? C'est Je sais quand pas. même dommage pour un numéro 3 de draft d'en arriver là dès la deuxième saison, quoi. Après, il faut lui donner du temps, hein, il est encore jeune et il peut encore progresser. Et même sans avoir beaucoup de tirs, hein, comme disait Guillaume, tu peux être important sans avoir beaucoup de tickets shoot. Et c'est plutôt vrai. Le but, je pense pour lui, c'est d'aller chercher du temps de jeu et de laisser le jeu venir à lui en attaque et de faire ce qu'il peut en défense pour justement C'est gagner sa ça. place. C'est ça. Mais après, il y a toujours ce truc de la projection de ce que le joueur se voit être et se voit faire. Et Mm. on en parlait par exemple un petit peu avec le cas Jeremy Grant, qui est un peu un cas d'école. C'est est-ce que à ce stade, Jabari Smith, il se voit vraiment juste devenir, comme dirait Guillaume, un Serge Ibaka des années 2020? Je sais pas, est-ce que c'est le profil psychologique des joueurs de Houston qui me fait dire, bah lui non plus, il se voit pas jouer un rôle mineur, mais j'ai l'impression que ça risque de pas le faire, juste même d'un point de vue humain, quoi. Je vais être très précautionneux parce que je ne l'ai pas vu tant jouer que ça. Débrief sportif, notre Benjamin à nous, bien sûr, nous dit qu'il a mieux fini la saison qu'il ne l'avait commencé. Moi, ce que je vois aussi, c'est par rapport à la défense. On parlait de son rôle défensif. Il y a un peu de rim protection, si je ne m'abuse. Ce qui est bien, c'est qu'Ime Udoka avait des profils comme ça aux Celtics. Il y a peut-être des choses qu'il peut tenter avec lui dans un rôle très précis à ce niveau-là. Il pourra peut-être prendre ses galons à ce niveau-là. Après, je trouve que le costume est peut-être un peu grand parce que je trouve que en termes de personnel, les Rockets, à part Dylan Brooks, ça va peut-être être très juste défensivement. Euh, donc bon, un petit peu pas rassuré pour lui vis-à-vis de ça. Mais voilà, c'est tout, à peu près tout ce que je pourrais dire sans dire de conneries. Je veux pas trop m'avancer, l'ayant pas trop vu jouer plus que... Ce qui me fait un peu peur aussi, alors plus à Houston en général, ça va être le manque de spacing. C'est qui les joueurs là qui sont capables de shooter, enfin qui sont les spécialistes. Il y a pas vraiment de spécialistes même. Il y a pas de même de shooters. Enfin les shooters sont au mieux corrects. Est-ce que ça peut pas gêner justement aussi le développement des jeunes? Bah, Ah, ouais, c'était. d'autant Vas-y, vas-y. plus maintenant, d'autant plus que Dylan Brooks va prendre un ticket shoot en pull-up au début de possession. Le problème de Dylan Brooks, c'est Voilà, que même en catch and shoot, il est catastrophique, quoi. oui, en plus, donc de toute façon, voilà, c'était juste pour le petit troll. Il en fallait un pour les Dylan. Ah bah oui, oui. C'est comme ça qu'on l'aime. Jérémy, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, dans le recrutement de cet été, c'était le seul truc qui me gênait vraiment.
c'était ce côté où en fait sur tous les joueurs qui débarquaient, il n'y en avait aucun qui, basé sur les dernières saisons, est un bon shooter. Même Fred VanVleet a connu genre 2 saisons très compliquées, notamment au tir extérieur. Alors je pense que si par exemple Amen Thompson s'avère plutôt bon et que lui il peut jouer peut-être un rôle de meneur secondaire, ça devrait s'améliorer. Parce que visiblement, c'est depuis qu'il a été responsabilisé à Toronto en tant que grande principale option de création qui s'est un petit peu effondré. Mais sinon, tous les autres joueurs, que ce soit Jeff Green, Dylan Brooks, bon, Jock Landale, on n'en parle pas, tous les joueurs qui ont débarqué ont une difficulté pour créer du spacing. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est pas idéal pour développer des joueurs et pour développer des habitudes de jouer avec des équipes qui peuvent se permettre de faire des paris et de délaisser un ou deux joueurs de ton équipe. Et j'ai peur qu'il y ait des rotations qui soient très très compliquées pour cette équipe des Rockets, quoi. Il y Ils ont a... récupéré Reggie Bullock, Ouais, je crois. ce que j'allais dire, qu'on n'a pas mentionné, que j'avais un peu oublié, forcément il n'était pas dans la preview puisqu'elle a été écrite il y a Elle était 3 ans. ouais, écrite avant, ouais. C'est quand même Reggie Bullock qui va arriver et qui lui peut apporter en catch and shoot dans les corners, dans l'aile, qui va J'ai pouvoir une apporter question, là-dessus. je me pose la question aussi pour Jalen Green. Je pense qu'il y a pas mal de ces pourcentages qui chutent avec la difficulté de ses shoots et le fait qu'il prenne beaucoup de pull-up. Peut-être qu'avec aussi plus de rôle de finisseur, avec un vrai meneur à côté de lui, il peut certainement quand même vraiment mieux shooter. Je sais pas, c'est une hypothèse. Je suis en train d'aller vérifier vois un- justement ses stats Ouais. en catch and shoot. Ce qui me Là, semble, je j'ai l'impression que pense. c'est plus les arrivées le problème. C'est pas les joueurs qui étaient déjà là, c'est tous ceux qui sont arrivés qui, pour le coup, ont un problème avec le shoot, quoi. Après, moi, c'est comme la même chose. On parle de Reggie Bullock, mais il va être où dans la rotation, en fait. Donc, parce que, encore une fois, si tu fais jouer un peu plus les jeunes, etc., si tu veux décaler Van Vliet, enfin, si tu veux mettre Amen Thompson en 2 en le laissant la main, Fred Van Vliet en 1, Jalen Green en 3, les Bullock, les gars comme ça, ils apparaissent pas, hein. Donc, Alors, encore une fois, c'est ce choix de joueurs vets que j'ai du mal à comprendre dans cet organigramme-là parce que ça décale un peu tout. alors du coup, c'est 35% sur 3 tentatives par match en catch and shoot pour Jalen Green. Et pour 34, c'est ça sur 3 tentatives, pardon. Ok, c'est pas incroyable. Ouais. Et sur pas du les tirs open, 30%. Donc vraiment mauvais. Par contre, sur les wide open, où il a 2 tentatives par match, c'est 39%. Ce qui là commence à. C'est pas encore excellent, mais ça, c'est pas si mal. Donc il y a quand même encore un peu C'est d'espoir. pas étonnant qu'il soit très défendu à Houston puisqu'il y a pratiquement que lui à défendre. À voir si Amen Thompson et autres peuvent créer plus d'espace pour lui aussi. C'est une solution, mais peut-être aussi qu'il Est-ce que les slasher drivers des Rockets vont lui permettre de pouvoir avoir justement ces espaces? Est-ce que lui il peut aussi pas progresser justement off-ball autour des écrans ou même juste sur de la relocalisation? Ça peut être intéressant pour lui aussi de jouer un peu plus sans ballon à côté de gros slashers. En tout cas, que ce soit Fred Van Vliet ou Amen Thompson, a priori, c'est des slashers en plus dans un style différent. Donc là-dessus, la complémentarité devrait se faire. Quelque chose qu'on espère en tout cas pour les Rockets et surtout pour leurs fans qui ont commencé à déprimer de rester dans les bas-fonds de la ligue. Messieurs, est-ce que vous aviez encore des choses à dire sur ces Rockets? Je sais pas si on a fait le tour. Non, sur les Rockets, moi j'ai peut-être à rappeler un autre arrivant via la draft en la personne de Cam Whitmore. Ah oui, c'est vrai que j'ai zappé aussi. Non, mais pas de souci. Alors, je serais assez prudent sur le profil parce que de ce que j'en ai entendu, personnellement, je suis pas du tout le plus grand fan de ce genre de profil-là. Alors, ça reste, c'est la même veine qu'Amen Thompson dans le côté athlétique. Très très athlétique, très fort sur le drive, sur le cut, la transition, alors beaucoup moins en porteur de balle, plus en off-ball, et un joueur avec des promesses défensives dues à son gabarit, ses instincts, etc. Physique, voilà, merci. Mais après, tout le reste a l'air très en développement. Il y a beaucoup de choix de tirs douteux, beaucoup de pull-up à droite à gauche, pas forcément très bien sentis, du coup des efficacités qui se font ressentir. C'est un jeune joueur aussi, a priori, de ce que j'ai lu, donc du coup, ça va mettre peut-être un petit peu plus de temps. C'est un autre projet. Voilà, c'est à mentionner quand même dans leur draft récente. Et puis, encore une fois, comme d'habitude, vous envoie, et je vois que Quentin a déjà sauté sur l'occasion dans le chat, les profils d'envergure. Et puis, on voit forcément à d'autres scouting reports un petit peu plus détaillés. Voilà.
Ouais, ce qui a fait un peu peur aussi à la draft, c'est sa chute, qui était prévue dans le top 10, et au final, il se retrouve. C'est combien, 20e? Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est le profil qui fait un peu peur. Alors, je sais pas s'il y a d'autres histoires qui le justifient, mais le côté, t'es un joueur off-ball, mais en même temps, t'as pas de shoot. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué à développer. Donc, si le shoot se développe, bah, ça peut être un très bon coup, mais j'ai l'impression que si c'est pas le cas, ça demande quand même beaucoup de travail pour l'impliquer offensivement et en tirer vraiment quelque chose de rentable. Il y avait un Pour une truc équipe. très intéressant là-dessus dans le podcast d'Envergure. Je crois que c'était Hugues qui montrait ça. C'était que il est à 40%, je crois, en catch and shoot à 3 points, en catch and shoot. Le problème, c'est que en fait, quand tu fais le distinguo catch and shoot direct et avec un ou deux dribbles, et en fait, le truc, c'est que il n'a pas le réflexe de faire du catch and shoot. Systématiquement, il repose le ballon à terre, un ou deux dribbles avant de shooter. Et il y a des petits trucs comme ça en fait avec son profil où tu te dis bah là c'est du taf à faire, mais c'est possible en fait. T'as des choses qui sont intéressantes, mais c'est juste qu'il a des réflexes ou des mauvaises habitudes ou des choses comme ça. Notamment ce passage-là m'avait un peu marqué. C'est assez spécifique pour le coup. Et justement pour le truc, le taf off ball, je crois aussi que sa situation, la fac dans laquelle il était, c'était un peu particulier en termes de rôle pour lui au sein de l'équipe. Et donc du coup, ça l'a peut-être pas aidé dans ce développement-là. Et donc voilà, c'est peut-être quelque chose, un work in progress à voir pour le futur. Ouais, bah, je lisais le chat, alors parce qu'il y avait par exemple Guillaume qui demandait, je crois si, attends, j'ai perdu la ligne évidemment. Jason Tate Euh, reste ou est changé? ouais, ouais, par exemple, en fait c'est vrai que je regarde les ailes et il y a beaucoup de densité. Je- Bon, de toute façon pour une équipe qui est un peu dans une phase de reconstruction, je sais pas si c'est pas anecdotique de faire des échanges, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs peuvent être productifs et qui pourraient éventuellement partir. Et je me demande si avec bah, le cas Kevin Porter Jr., Jason Tate et Tari Eason qui sont peut-être un petit peu loin dans la rotation, il n'y a pas aussi possibilité pour les Rockets de bouger en cours de saison. Mais cela dit, j'ai aucune idée de pourquoi ils le feraient, quoi. Ouais, peut-être parce qu'ils fit plus trop sur leur timeline. C'est un joueur qui a finalement peu Ouais, d'expérience, mais ouais. qui est assez vieux, qui est arrivé très tard dans la ligue. Donc peut-être qu'ils veulent en profiter pour en tirer, je sais pas, un premier tour de draft protégé, ou peut-être 2-3 seconds tours, s'il fait une bonne saison. Ouais, alors, juste, voilà, après ce recrutement, vous les voyez où, vous, à l'Ouest, hein? Est-ce que vous les voyez jouer le play-in? Non, 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 non. En tout cas, c'est rentrer au play-in. En Non? fait, Très c'est bien, pas, c'est pas dans c'est l'absolu, c'est rapide. vraiment la concurrence à l'Ouest qui fait que Ouais. faut vraiment être très performant, quoi. C'est ça la difficulté, c'est que c'est pas un play-in ou niveau play-in, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. Je trouve. En plus, ça va être une première saison pour Ime Udoka, pour ses vétérans. Enfin, ça part de rien. Il n'y a pas d'habitude, il y a pas d'automatisme, il y a pas de. Les joueurs se connaissent pas, enfin, très peu. Enfin, c'est un organigramme totalement différent, une hiérarchie totalement différente. Donc, même si ça Ok. gagnera plus Ouais, qu'avant, et non, ce mais sera sans doute mieux, je pense que ce sera pas suffisant Ouais, pour peut-être qu'ils peuvent sortir peut-être à la 13e place, tu vois, devant les Spurs et les. Comment ils s'appellent, les Blazers. Mais oui, je les ça vois paraît, pas. ça paraît très bien. Je les vois pas aller beaucoup plus haut, quoi. Non, mais je comprends. Non, mais ouais, moi, c'est une des équipes que j'ai pu faire cette année en preview qui, je trouve, les plus intrigantes. Parce que changement de coach, parce que des vétérans qui arrivent au milieu d'un groupe jeune avec des gars qu'on peut faire éventuellement monter ou mieux responsabiliser. Donc, je pense que ça va être une des équipes cool à suivre. Et c'est bien parce que ça faisait quand même quelques années que je trouvais qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt de cliquer sur le League Pass quand les Rockets jouaient. Donc assez intrigué par ce qu'on va voir, même s'il y a des joueurs, par exemple Jalen Green, vu que Guillaume en parle, sur lesquels je suis un peu dubitatif. Ah ouais, il finit la preview comme ça, tu vois, juste pour qu'on se tape les pires commentaires ensuite. C'est ça, Elle débrouillez-vous est avec bien ça. sans ça. Merci Jérémy, merci patron, vraiment. On Valkyrie, t'es arrête vraiment là-dessus, une toi, je brêle, laisse vous Jérémy. débrouiller avec ça, tu vois. Ouais, toi, je vous laisse vous débrouiller avec ça.